avec ses termes à lui, en fait, nous donne, nous oriente un petit peu vers, voilà, vers quoi aller, déjà sur plusieurs plans pour être un peu plus solide, on va dire, dans l'échange. Je continue un petit peu, j'illustre ça avec une autre vidéo concernant, voilà, c'est du Nadal Djokovic à l'US Open 2013. Je voulais juste regarder ce point-là. Donc, on en est au score, on est à 6-2 Nadal, 3-2 Djoko, 40-30 Djokovic. Donc, tous, nous spécialistes, c'est un point qui nous semble extrêmement important. Ben, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, je sais que la vidéo, malheureusement, vous la percevez peut-être pas très bien. En fait, c'est Nadal qui est au service, et puis Djokovic, et c'est parti. C'est parti pour voilà, quelques frappes. Même si on vous dit que c'est la réalité, que la plupart des points sont en 3 ou 4 coups dans les stats internationales, il y a des moments de jeu où vous faites jeu qui font que les 3-4 coups, quelque part, ils n'existent plus. Hein. On aura un bon témoignage ici. Et là, on a effectivement un petit peu tout ce que disait Manu Blanc, qui est capable de voir les frappes, le jeu, beaucoup de sécurité par rapport au combat, de la défense, de la retenue. Voilà, là, on est voilà, je pense qu'on a un petit peu clarifié la situation sur cette vidéo-là. Je voulais rajouter, ça vient de m'échapper, le nombre de frappes, à votre avis, ceux qui se sont amusés à compter, si vous avez pu. On est, voilà, on est à 53 frappes de mémoire. 53 coups joués à ce moment du match. Et qui vraisemblablement a donné le deuxième set à Djokovic derrière. Après, c'est sûr que, là je te coupe un peu Franck, mais quand on revient sur la définition que tu as pu donner au tout départ, là, que ce soit sur Wikipédia et autres, et puis on va dire la définition un peu qu'a donnée Emmanuel Planck, là sur les images, même si c'est du très haut niveau, hein, on constate quand même que bah voilà, il y avait une densité de frappe hein, et une intensité quand même très importante. Mais en regardant, même si c'était un petit peu flou quand même, on se rend compte qu'il garde une maîtrise de la frappe, que ça n'a pas joué les lignes, qu'ils ont joué un petit peu dans tous les coins du terrain. Et puis que bah voilà, il y avait pour moi là, c'est vraiment un exemple des deux joueurs qui étaient vraiment fiables dans ce qu'ils produisaient, quoi. Donc Bon. Tu m'entends là toujours? ouais. Ouais, bon, je crois que les prochaines vidéos, je vais encore avoir une coupure, il va falloir que je revienne en arrière. Ensuite, voilà, tu as un petit peu commencé à amorcer la séquence suivante. Quelles sont les différentes composantes de la fiabilité? Pour moi, il y avait 4 grands secteurs. Il y avait le secteur de la maîtrise de la balle, tu en as parlé un petit peu. La maîtrise mentale, si je résume un peu. Les maîtrises tactiques. Et puis, la dominante physique, que ça soit quand on voit un petit peu un changement de rythme à un moment donné de Nadal pour venir prendre la balle plus tôt, un appui super grand écart de Djoko vers la fin pour aller récupérer une balle et compenser une prise où il était un peu pris de vitesse. Et puis, la maîtrise de la balle, tout ce qui est technique, dans la gestuelle qui est bien entendu simple, dans peut-être les moments de prise de balle, et puis mental, la volonté l'un et l'autre de ne pas lâcher. Bien entendu, dans notre sport, tout le monde, faut bien qu'il y en ait un des deux qui cède. Donc pour être un peu plus précis,
Sur le plan mental, on est plus sur de l'analyse émotionnelle. Le plan physique en deuxième lieu. En troisième lieu, la maîtrise de balle. Quatrième lieu, l'aspect tactique ou l'analyse situationnelle. Concernant l'analyse mentale, il y a toute cette volonté, détermination, refus de céder. On est un petit peu dans nos synonymes de tout à l'heure. Sur le plan physique, tout ce qui est endurance, changement de rythme des courses, ancrage, souplesse, qu'elle soit mobilité articulaire ou souplesse musculaire pour aller chercher des grands appuis de défense. Bien entendu, la qualité des appuis. Ensuite, le niveau technique avec le choix des appuis. Ça a de l'importance. Moi, j'y attache beaucoup d'importance maintenant à quel type d'appui on met, quel type d'organisation on met en fonction de la balle. Moment de prise de balle, la maîtrise des effets, la vitesse de circulation de la balle. On a bien vu qu'il y avait des temps forts et des temps moins forts, des temps arrondis, des temps plus puissants. Et puis l'analyse situationnelle avec les fameuses zones de jeu, l'utilisation des effets, jeu de défense, changement de rythme, enfin voilà, sécurité des frappes, gestion du score, puisqu'on était à un point extrêmement important. Voilà un petit peu là-dessus. Ensuite, on peut peut-être voir, je pensais à ça, faire une première petite pause de questions avant d'enchaîner sur toutes les vidéos, Vincent? Ouais. Est-ce que certains d'entre vous auraient déjà une ou deux remarques là par rapport à ce qu'on a pu vous présenter? Il y a Arnaud qui veut prendre la main, tu peux y aller si tu veux. Oui, bonjour à tous. Merci déjà. Et moi, une réflexion que je me faisais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, vas-y Arnaud, je suis en train de... C'était que sur la fiabilité, une chose qui me semble, moi, hyper importante, c'est d'avoir conscience, que le joueur ait conscience aussi de ce qu'il est capable de faire. Un peu comme si, je sais pas, si on prend l'exemple mécanique d'une voiture ou d'un bateau du Vendée Globe, là, pour le pousser à fond, il faut savoir ce qu'on est capable réellement de faire avant d'aller au-delà, avant de se lamenter lorsqu'on rate. Et je pense qu'à l'entraînement, capable de quantifier. Je sais pas, moi, je sais que 8 fois sur 10, je suis capable de mettre 5 fois la balle dans la diagonale sans faire la faute. C'est qu'un début, mais de le savoir et de le verbaliser, ça me permet, en match, d'accepter aussi les accidents de temps en temps. On dit, ok, j'ai raté cette fois-ci, mais je sais que la plupart du temps, je suis capable de le faire. Donc là, j'ai raté la fois d'avant, mais il n'y a pas de frustration à avoir parce que je sais que j'ai les armes, j'ai la capacité de le reproduire une deuxième fois, une troisième fois, et ça va passer. Et ce côté connaissance de soi me paraît indispensable pour pouvoir être fiable au moment des matchs. Bah, écoute, pour moi, beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. Effectivement, la fiabilité dans notre sport, de par notre sport, elle ne peut pas être de 100%. Si déjà sur 7 points que tu vas jouer, sur 10 points que tu vas jouer en fiabilité, tu arrives des fois à 7 sur 10, on va dire. Donc je pense des fois à des nombres de frappes ou autres. Si tu en gagnes 7 sur 10, je pense que tu es déjà pas mal. Donc ça se quantifie. Et effectivement derrière, c'est aussi une notion de faire comprendre à nos jeunes ce qu'on entend, ce que l'on entend chacun fiabilité. Et là, on rentre dans le processus un peu plus d'enseignement et pédagogique. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous avez déjà, et on a tous déjà des outils. Et derrière, on va essayer de vous amener, parce que comme tu le dis, dans l'entraînement, voilà, l'entraînement, ça veut dire qu'à un moment donné, les enfants sont capables de jouer des échanges, de tenir la balle dans le terrain. Mais là, on a essayé, tu vois, donc c'est pour ça 6-12 ans, à partir plutôt de 11-12 ans où l'échange se tient. Et là, on a essayé de voir avec Vincent, Nico, est-ce qu'on peut essayer de créer des débuts de fiabilité dans l'échange chez les tout petits qui, eux, ne font pas de l'échange comme on veut, en fait, à deux sur un grand terrain ou autre. Et donc voilà, c'est un petit peu vers ça qu'on va essayer d'aller dans un troisième temps. Je ne sais pas si c'est... Après, pour répondre un petit peu à la question d'Arnaud, ce qui est important, c'est vrai qu'il a raison, c'est que le jeune joueur puisse à un moment donné
pouvoir se repérer, lui donner quelques repères pour savoir où il en est un petit peu dans cette fiabilité-là. Là, c'est vrai que si on regarde sur des matchs, souvent, c'est un peu tout ou rien, quoi. On a des joueurs qui sous-jouent, qui poussent un peu la balle par moment, et puis à l'opposé, qui surjouent, qui veulent finir en une frappe ou en une ou deux frappes. Et là, avec le travail sur la fiabilité, là, moi, ce que j'ai pu faire avec les joueurs que j'ai à l'entraînement, c'est d'aller un petit peu leur faire comprendre qu'il y avait une zone entre 60% et 90% de ce que je suis capable de produire, où c'était une zone où je suis capable d'être beaucoup plus fiable sur la durée, sur le temps et beaucoup plus efficace, quoi. Donc là, j'essaie de les faire garder, qu'ils puissent rester dans cette zone un petit peu, on va dire, intermédiaire et ne plus pousser juste la balle en remettant ou de surjouer en voulant tout gagner d'un coup, quoi. Voilà. Mais c'est ce qu'on va voir après avec Franck, là, sur les différentes situations qu'on va vous proposer derrière. C'est l'idée de les mettre petit à petit dans des situations de plus en plus compliquées pour voir comment ils vont s'adapter et se débrouiller, quoi. Alors, j'ai essayé d'illustrer par une autre vidéo tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas né en soi, mais qui aussi se travaille. Et j'ai pris la finale de table 99 entre Nadal et Gasquet. Bah, vous allez voir, on est à 5-4 pour Gasquet au troisième, et vous allez voir comment Nadal gère ce dernier jeu. Voilà, ça peut donner toute possibilité à croire son travail. Donc Nadal au service, premier point, et à 0-0, première balle dans le filet, pas d'intensité, rien du tout. Voilà, il resserre deuxième, une frappe, deuxième frappe Nadal, troisième frappe Nadal, dernier jeu de match, 0-15. Son deuxième point. Deuxième coup. Troisième coup. Deuxième point. Là, on est à 0. Et au final, quand on voit souvent sa flexibilité, il y a 0,30 au premier filet encore. Là, il est un peu au pied du mur, donc il y a des chances qu'il est beaucoup plus long. Il ne peut pas se permettre quoi que ce soit. Gasquet est aussi solide d'ailleurs à son jour. Ils sont vraiment en jeu égal, en jeu égal. Là, on se retrouve à 0,40. On doit pas pareil, on part toujours assez long. On part Gasquet. Oui. Là, les temps encore pas. Pour aller derrière et poser le boulet. Et on va 15-40. Ça, donc Nadal à nouveau. Gasquet plutôt très solide dans ce moment-là.
Dans la séquence suivante, on se retrouve donc 6 ans plus tard sur la demi-finale Gasquet-Nadal à Monte-Carlo, donc sur terre battue, qui est une surface différente. Mais c'est de voir un petit peu plus l'évolution des deux joueurs à ce moment-là. Pareil, je vais vous emmener un peu plus loin. Voilà. On va être à 3 partout. Je vous laisse le point. On va être à 3 partout. Service Gasquet 30-40. Donc balle de break pour Nadal. Et là, vous avez toujours les deux mêmes joueurs. Donc on part sur à nouveau un long échange. Long échange. Beaucoup de jeux diago. Qui, au bout du compte, finit dans l'escarcelle de Nadal. Alors, c'était pareil pour juste illustrer un autre moment, comme quoi quand on regarde bien, je trouve qu'on a plus une différence, un changement d'attitude chez Nadal, proportionnellement parlant, que chez Richard Gasquet. Je trouve qu'en 99, Richard était déjà, enfin au moins sur ce point-là, était déjà assez proche de ce qu'il a fait en 2005. Et je trouve que là, Nadal, il a une dynamique, une intensité dans son déplacement haute qui n'a rien à voir avec 99. Je ne sais pas si les gens seront d'avis avec ça. On trouve un joueur beaucoup plus déterminé, proportionnellement parlant, qu'en 99, à mon avis. Comme quoi, voilà, le travail, l'envie, pour plein de raisons, on peut faire avancer les choses. C'est vrai que là, le Nadal de 2005 correspond plus au Nadal qu'on connaît tous. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a dû sans doute travailler énormément entre 99 et 2005 pour justement fiabiliser son jeu, s'améliorer, le rendre plus dynamique, plus dense. Et là, on voit vraiment l'évolution. Ouais. Donc ensuite, si on continue, Vincent? Ouais. Ensuite, voilà, on va vous proposer plein de petites vidéos courtes pour la plupart. Ce sont des vidéos qui n'ont pas du tout été trafiquées, coupées, remontées, démontées ou tout ce qu'on veut. On les a fait un petit peu, comme je dis souvent, à la one again avec Vincent d'un côté et puis avec Nico de l'autre, avec la folie de Nicolas Quentin, enfin la folie bien placée de Nicolas Quentin et de nos échanges. Et donc voilà, ce sont des enfants bruts que vous allez voir où voilà, on leur a rien demandé de particulier, enfin, une ou deux fois quand même, pour ces vidéos-là dans la réalisation. Pour ça, on a pris deux jeunes filles nées en 2011, volontairement Lilo et Marie. Donc Lilo Martins et Marie Gossuin. Et on a pris deux garçons, l'un né en 2011, Léo Agnitet, et Clément, né en 2009. Volontairement, ce sont deux niveaux de jeu différents. C'était volontaire de notre part. Après, on s'est servi en outil pédagogique du mur, d'un métronome. Donc, vous verrez notre fameux tic-tac de départ. On a utilisé des obstacles qu'on a trouvés comme ça. On a utilisé bien entendu le filaire et puis le rôle du coach dedans et puis la vidéo pour s'appuyer sur nos situations bien entendu. En espérant que ça ne coupe pas, c'est parti. Donc dans un premier temps, il y a une première série de vidéos où on s'est dit voilà comment on peut utiliser le mur pour renforcer notre fiabilité et notamment qu'il y ait de la réussite. Et une première série de vidéos, sur cette première, je vous la mets en route. On est dans le... Lilo Martins, contrôle coup droit, frappe coup droit. Voilà, on est dans... Je frappe au mur, un coup droit. Et pour être sûr d'avoir de la réussite, je contrôle mon coup droit et je rejoue derrière. Ce qui permet de travailler pour moi, c'est déjà quelque part un début de fiabilité. Donc pour des tout petits, le fait de contrôler,
permet d'avoir de l'échange face au mur. Une deuxième petite vidéo sur le même principe. Frappe Là, c'est revers Marie Gossuin. entre Donc, la ligne du milieu du mur et le haut du mur. C'est parti. voilà, là on est dans le contrôle libre, donc elle contrôle revers ou coup droit comme elle veut. Et derrière, elle fait une frappe revers. Voilà, et là on travaille une sorte de fiabilité pour les tout petits. Bien entendu, qui est loin de notre échange, mais qui, si on descend un peu, s'en rapproche quand même, ou si on monte un peu, s'en rapproche quand même. Alors, juste On a fait l'autre. pour compléter ce que tu dis, Franck, là tu parles des tout petits, mais là, moi qui entraîne un peu les 2009 et 2008 là, sur le secteur où j'en ai quelques-uns là, de niveau régional, là, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Et cet exercice-là que tu dis, contrôle frappe, bah, globalement, on l'utilise aussi sur le mur pour l'échauffement, sauf qu'on rajoute éventuellement une petite consigne de plus. Ça veut dire qu'ils font contrôle frappe, mais ils doivent toucher éventuellement une zone précise sur le mur ou éventuellement atteindre une cible précise qui se trouve au sol, quoi, sur le rebond après le fait d'avoir touché le mur, quoi. Donc voilà, et puis par rapport aux exercices que tu contrôles, bah, les tout meilleurs, moi rapidement, je leur demande d'être capable de faire ça coup droit, revers, mais d'une manière enchaînée, quoi. Voilà, après, ça ouvre, au bout du compte, ça a ouvert plein de possibilités. Là, une autre possibilité, c'est voilà, sans contrôle. Coup droit, avec Marie l'échange Gossuin. mur. Sans contrôle entre ligne du milieu et haut du mur. C'est parti. 15 frappes. Donc là, c'est de façon traditionnelle, échange au mur. Donc, comme tu disais, Vincent, on peut très bien demander une zone de rebond au sol qui va en fait modifier l'intensité de la frappe ou le contrôle de la balle. Une zone plus ou moins courte, plus ou moins longue. Je continue. Alors après, dans notre petite folie, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être mettre un obstacle sur le même principe. Habilité revers, contrôle frappe avec obstacle. Voilà, donc on a mis un filet au niveau des couloirs. Contrôle, ok. Voilà, contrôle. 1, bien joué. Encore. On contrôle. 2, super. Encore, on y va. Et là, de rien que par ça. 3, allez, encore la dernière, on met de l'énergie. On est amené à augmenter peut-être l'intensité de la frappe ou aller frapper plus haut avec du lift sur le mur. Voilà, il y a des possibilités différentes. Après, l'autre intérêt, là, Franck, c'est le fait de commencer par l'utilisation du mur, éventuellement sur un échauffement. Alors, quand on a un mur, bien sûr, hein, mais le gros intérêt, c'est qu'il n'y a plus l'obstacle du filet qui est souvent problématique pour les jeunes joueurs là, qui restent obnubilés par le fait de ne pas mettre la balle dans le filet et souvent la mettre. Là, quand on rentre dans ces exercices-là, tout ce qui est filet, finalement, c'est devenu, il l'oublie, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a les bandes, on voit la ligne là-bas, mais pour le joueur, il est beaucoup plus en réussite parce que même s'il est un petit peu juste sous le filet, l'échange continue, quoi. Donc là, on a fait le même principe avec échange au mur, hein, tout simplement. 5 frappes directes avec obstacle. On y va, Lilo. Oui, une, jeu de jambe. Frappe, encore. Faut de l'énergie. 2, voilà, très bien, encore. On a reculé un 3, peu le encore. filet volontairement pour 4, plus super. d'intensité de frappe, en fait. 5. Voilà, donc ça nous aide, on en a déjà parlé, ça nous aide, on va le voir chez la petite Marie tout à l'heure, ça nous aide en fait il n'y a pas besoin de dire frappe plus fort, là, de mettre le filet, automatiquement, tu es obligé de frapper plus fort dans le mur. Sans ça, ta balle. Et après, c'est vrai qu'avec Nicolas, on l'a fait assez souvent. On a mis en concurrence ses élèves qui étaient petits avec les miens qui étaient plus grands. Et le défi, là, sur le même exercice avec le filet comme obstacle, hein, l'idée, c'était d'être capable de réaliser le maximum de frappes sur un temps donné. Donc là, c'était sur 30 secondes. Et puis, on voyait un peu la différence. Et c'est vrai que là, les gens sont vraiment motivés et doivent être le plus fiables possible pour tenir dans la durée, quoi, l'exercice. Alors, l'idée de faire aussi des petits challenges à deux, on va les voir un petit peu tout à l'heure, ou en partenariat ou en duel, comme tu le dis, là, avec 2 équipes de 2. Voilà, ça, c'est une autre forme. Donc là, travailler revers coupé. Fiabilité, shop avec contrôle. Putain. Je reviens juste en arrière. J'ai une petite erreur de ma part.
Donc là, on était sur l'utilisation du mur et tu viens de conclure. Vous avez toutes les perspectives d'autres possibilités, comme tu viens d'évoquer. Et ensuite, c'est là où ça devient aussi intéressant sur la série de vidéos qui va arriver. On est parti, on s'est dit, tiens, ça vient de mon collègue Jean-Luc Cottard, on pourrait peut-être utiliser un métronome pour aussi canaliser les frappes et la qualité des frappes, rythmer les frappes. Et je vous propose quelques séquences pareil vidéo avec l'utilisation d'un métronome. Donc les Alors, métronomes, juste pour préciser, ou tu allais peut-être le dire, Franck, ce que c'est exactement qu'un métronome et comment on l'a utilisé, nous? eh ben, le métronome, c'est utilisé beaucoup en musique en fait, et ça rythme sous le forme tic-tac. C'est une horloge en fait, un petit peu. Le mieux, c'est que vous regardiez la vidéo, on s'en est utilisé. Ah merde, pardon. J'ai encore un souci, je vais avoir un souci de son. Je pense. Après, c'est On pas très essaye comme grave, ça. mais là, comme ça, sinon. Donc, en fait, vous allez bien écouter si vous avez le son, autrement, j'essaierai de vous le remettre. En fait, les deux filles jouent au rythme, son rythme leur frappe au rythme d'un métronome. Donc, des fois, on ne l'entend pas bien. Je vous laisse. Hop là. Fiabilité, shop avec contrôle et métronome. Vous l'entendez? Oui. Donc, vous avez un tic. Voilà. Donc, l'idée, c'est de contrôler et de frapper à chaque moment où il y a un bip. On va la voir sur une autre frappe. Sachant que là, on utilise une application sur Internet. On a téléchargé une application et on a mis une enceinte pour faire les bips. Voilà. Je vous la remets. 7, shop, vitesse 30, enfin métronome à 30. On y va, shop de revers, on y va, sans contrôle. Donc là, non. Là, elle est plutôt bien calée. Ouais. Donc, une nouvelle fois, on n'a pas du tout trafiqué quoi que ce soit, c'est du direct avec elle. Sur le même principe, on l'a fait en échange face au mur. Donc, ça va donner ça avec un obstacle. Donc 30 bits par minute avec un obstacle au sol. Voilà. Et là, on a une régularité dans la qualité de frappe qu'elle est obligée de mettre en route. Une autre situation, là, on les a fait jouer à deux, donc en partenariat. Ça donne ça. Bien. Voilà. Donc, on pourrait très bien les faire jouer toutes les deux en coup droit, une en coup droit, une en revers, toutes les deux en décalage, l'une derrière l'autre. Enfin, tout est possible. Une autre situation avec un métronome qu'on a mis à 45. Donc, c'est un petit peu plus rapide et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, c'est du brut aussi. Je vous la donne. 45 battements. Et là, vous allez voir que à un moment donné, elle est éloignée du mur et elle est amenée à frapper plus fort. Donc, ceux qui connaissent Marie un petit peu, elle pousse plutôt la balle. Et là, de par le rythme qu'on lui impose, elle s'engage beaucoup plus dans la balle, dans la frappe de balle, pour garder le rythme. Parce qu'elle est un petit peu plus loin. Elle a démarré à cet endroit-là, donc du terrain. On a 45 battements. On a fait la même situation, même rythme. Là, on lui a demandé de se rapprocher du mur. Vous allez voir ce que ça donne. Et c'est assez intéressant. C'est parti. Donc, elle est très prête. Regardez le début. Vas-y. On lui a rien dit d'autre pour le moment.
C'est parti. Pardon. Vas-y. Donc là, elle se rapproche du mur. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a remis derrière. Et puis, vous allez regarder et en fait, elle est amenée d'elle-même. On n'a rien dit avec Nico. Vous entendez? Elle a réduit son geste. On ne lui a rien dit. Et là, c'est intéressant Attention, aussi, ton rythme. parce qu'en fait, Encore. dans notre tête, sans le savoir, on a travaillé réduction de préparation qui peut être intéressante sur des balles rapides ou des retours de service, par exemple. Et ça, on ne lui a rien dit, elle l'a fait pour coller au tempo. Donc ça c'était plutôt intéressant. On l'a fait aussi en échange au mur avec un obstacle, donc à 45. Toujours à 45 avec l'obstacle. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les quelques frappes, mais elle est amenée à frapper plus fort, à prendre plus tôt, et elle a une attitude beaucoup plus agressive dans la frappe de balle. Alors, effectivement, plus on avançait dans le rythme du jeu, moins on va dire qu'il y avait d'échanges face au mur. Donc ça aussi, bon voilà, la fiabilité, il faut chercher aussi à l'augmenter en augmentant l'intensité de son jeu. Donc on trouve que ça avait un intérêt dans son évolution tennistique, moment de prise de balle, frapper plus fort, prendre plus tôt, une attitude beaucoup plus à se porter vers la balle. C'était, voilà, ça a amené tout ça. Après, Ensuite, on a. Vas-y. Ouais, juste pour donner un exemple, c'est vrai que là on voit les petites, mais moi j'ai fait un travail pendant 2-3 semaines là, en commençant vraiment les échauffements par le mur et en faisant quasiment les mêmes exercices là avec les plus grands. Et l'idée pour moi, par rapport à ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'était de leur faire prendre conscience un petit peu des différents rythmes qu'ils pouvaient être capables de produire pour aller jusqu'à un rythme vraiment maximum où ils tiennent une certaine durée. Et c'est vrai que tous les échauffements, on le finit. Alors, je pense avec, là, j'ai eu Clément et Malo Pichard. L'exercice, on finit chaque échauffement en tennis après avoir fait 5 ou 10 minutes de mur. C'est de finir à une intensité maximum et de tenir pendant 30 secondes sans faire l'erreur à une intensité vraiment. Alors, pour nous, on prenait l'exemple de leur joueur, on va dire, favori. Donc, pour Clément, c'était Dominic Thiem. Pour Malo, c'était Nadal. Et l'idée pour moi, c'est, voilà, je leur dis qu'ils sont en train de s'échauffer avec Thiem ou avec Nadal et qu'il ne faut pas qu'ils soient ridicules, il faut qu'ils tiennent 30 secondes absolument. Et ils ont joué avec beaucoup plus d'intensité, de puissance dans les frappes. Et quand on est passé juste derrière, après le mur, à des échanges en fond de cours, alors avec moi ou entre les deux, sincèrement, le rythme, ils avaient vraiment une autre attitude et un nouveau rythme. Et au bout de 3 semaines, c'était vraiment surprenant. Surprenant. Voilà, qu'on continue, on a augmenté encore le rythme. Donc là, c'est la petite Lilo qui se débrouille avec ses 60 battements. Donc voilà ce que ça donne en échange au mur. Donc pour le moment, elle a essayé de s'adapter tant bien que mal au tic-tac, qui est beaucoup plus rapide, donc de trouver des solutions ou autres. On a fait la même en échange au mur avec Marie aussi. Donc en voyant ce que faisait un peu la copine, elle s'est dit, je vais aller attaquer de la volée-volée. Trop vite, recule un peu. Tu vois, bon après, on a essayé de l'aider quand même, mais voilà, elle s'est dit, putain, je ne peux pas rester, il faut que je trouve une solution de volée-volée plutôt que de demi-volée où je joue de volée ou de demi-volée. Donc c'était une autre adaptation de sa part à elle, en voyant la copine. Après, on l'a fait aussi, bien entendu, avec le coach. Donc, on est parti sur une séquence assez lente. C'était Nico qui était en face. Et là, pareil, 2-3 petites situations à vous proposer. Là, on est à 30 battements, donc ça vous donne un rythme.
Donc l'idée est toujours la même, c'est d'essayer de coller son rythme de jeu au moment de l'impact de la balle dans la raquette. Voilà, je continue sur ces petites vidéos. Même champ, même chose de mémoire, mais un peu plus près dans le terrain. Donc en guise d'échauffement, ce n'est pas inintéressant. L'intensité est moindre, bien entendu. Ça permet de leur fixer l'attention en termes de concentration sur quelque chose d'autre, en fait. Voilà, c'est ce que, un petit peu en conclusion aussi qu'on avait vu, c'est que ça oblige à être vachement attentif et à rentrer dans son entraînement. Je continue. Là, ils étaient à 3 sur le terrain. On a testé ça aussi. Voilà, chacune leur tour de jouer. Non. Ouais. On était plutôt à 35. Bon, voilà, ça donne un rythme. Cette situation-là, elle était un peu, voilà, il faudra peut-être les faire jouer l'une après l'autre, mais l'une derrière l'autre peut-être. Ça manquait un petit peu de densité, je trouve. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait donner. Ce qui nous permet de passer à une situation avec nos deux garçons à un niveau au-dessus, qui correspond peut-être plus aux 11-12 ans. Et donc de voir maintenant comment on peut passer voilà, d'une situation d'apprentissage un peu plus à du jeu à deux au-dessus du filet. Là, Vincent, je peux avoir un souci, tu vas me dire. Donc on est avec nos deux garçons, ils sont en échange à deux sur le terrain avec 30 pulsations. Tu me diras, Vincent? Ouais. T'as du son? Non, je crois pas. Non. Ok. Bon, désolé pour tout le monde, il faut que je recommence ma petite manip. Je vais commencer à la... Normalement, ça doit être bon si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, là on est en échange sur un rythme de 30. Vous avez le son, ouais? Oui. 30 bits par minute. Donc on a une adaptation de nos deux joueurs, loin derrière la ligne, plutôt de trajectoire arrondie. Plutôt bien calé dans le rythme. On continue avec nos deux joueurs. Là, on est passé à 40 avec les deux joueurs. Donc, c'est Clément qui démarre. Là, on a, de par le rythme, ils se sont adaptés au rythme. On ne leur a rien dit, hein. Et ils se sont positionnés plus dans le terrain, tout du moins pour Clément. Il s'est positionné beaucoup plus dans le terrain. Derrière va suivre notre ami Léo sur la même séquence. Il lui joue un peu plus sur la profondeur par rapport à tout à l'heure. Un petit temps de retard. Un petit temps de retard. C'est pas dans le rythme, Léo. Encore. Voilà, on va voir sur la séquence suivante où il passe à 45. Donc là, ils ne sont pas du tout dans le rythme. Ils ne sont pas dans le rythme. Là, ils ne sont pas dans le rythme. On va voir Léo qui, lui, son adaptation un peu.
comme vous le voyez dans son positionnement, j'espère, il est beaucoup plus dans le terrain. On a un changement chez les joueurs, ils sont une position qui est beaucoup plus à l'intérieur du terrain. Voilà, en fait, ça les oblige à jouer plutôt dans le terrain. Donc, sans rien leur dire, là, ils sont en prise de balle montante. On reste sur notre ligne, donc on travaille un autre secteur du jeu. Et Vincent, tu me confirmeras, on n'a jamais rien dit sur quoi que ce soit. Non, là, on n'a jamais rien dit. Alors, c'est vrai que les joueurs s'adaptent relativement assez vite, mais il faut leur laisser un petit peu de temps pour s'adapter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire sur plusieurs séances, voire même un bon cycle de travail pour avoir une efficacité vraiment optimale. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien et ils rentrent dans le jeu très facilement, en fait. Ouais. Alors là, on est passé la limite des 50 battements minutes, des BPM, là, nous a fait en fait passer, nous fait passer au jeu plus vers l'avant et plus au jeu du fil, sur le filet. Donc là, on les a fait jouer à 2 sur le grand terrain dans une situation de volley-volley. La limite, elle est à peu près aux alentours de 50 pour rester en fond de cours. Donc voilà ce que ça a donné. Donc ça poussote la balle. C'est pépère. Donc en guise de contrôle et d'échauffement, c'est pas inintéressant. 50 bits par minute. Beaucoup trop vite, les gars. Beaucoup trop vite. Donc là, Léo commence à faire des lobes. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il a commencé par faire des lobes, mais il y avait aussi la solution de reculer. Donc de travailler des volets un petit peu au niveau de la ligne de service. Bon, ils ne sont pas tout à fait dans le rythme quand même tout le temps. Hein. Je continue. Les deux joueurs, parce que je dis tout de suite, là, les deux joueurs se sont éloignés de façon à jouer des volets au niveau de la ligne de service, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, si on va sur un autre rythme, on est monté à 65. Voilà ce que ça a donné à 65. Là, les deux joueurs se sont franchement rapprochés de façon à jouer des volets au milieu du carré de service. Plutôt bien dans le rythme. Voilà. Dans la même évolution possible, les deux joueurs, on s'est dit que les deux joueurs pouvaient rester sur la ligne de service, mais qu'on pouvait mettre, pour suivre le rythme, plus d'intensité dans la frappe. Alors, on ne l'a pas mis en vidéo, mais c'était une des possibilités. Je recule, mais par contre, je frappe un peu plus fort mes volets à mi-cours. Donc, des volets plus agressifs, des fois sur cette zone-là, plus tendue. Ça pouvait être et ça rien qu'avec le BPM, le métronome. Mais effectivement, c'est peut-être la nécessité d'avoir un niveau de jeu supérieur, donc peut-être une meilleure maîtrise vers 13-14 ans. Bon, à voir sur cette évolution-là. Ensuite, on en a fait un à 85 pour voir ce que ça donnait. Et là, on part sur une intensité physique qui est un peu plus importante, entre guillemets, au moins pour Clément. Léo, il a trouvé la solution, c'est que je reste sur mon côté revers. Et là, on serait beaucoup plus sur la disponibilité du contrôle.
Et on voit bien que Clément est quand même un peu plus vigilant que Léo, 2 ans de plus. Là, Clément est beaucoup plus dans le rythme que Léo. D'où des fois les. Alors là, à 85, Franck, la balle va tellement vite qu'on la voit quasiment plus, nous, hein, ouais. sur la vidéo. Bah, je suis désolé pour les vidéos. Moi, je la vois toujours, malheureusement pour vous. Mais on voit au moment des impacts de balles, peut-être. Ouais. Non, après, là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on n'est pas du tout intervenu sur tout ce qui était technique et que c'est vraiment le changement d'intensité au niveau des bips qui a fait qu'ils se sont adaptés tout seuls, en fait. Il n'y avait aucune consigne, en fait, de notre part. Alors après, pour conclure un petit peu en 2 points, le premier, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quels intérêts, putain, ça recommence, quels intérêts on y a trouvé? Bah, c'est un outil pédagogique comme un autre, notre métronome. Alors le mur, oui, mais le métronome aussi. Ensuite, je trouve que c'est une aide pour découvrir différents rythmes de jeu, différentes intensités de frappe, différents moments de prise de balle. Autre que la parole, vas-y, prends plus tôt ou autre. Là, je sais pas, au travers de ça, on a découvert qu'il pouvait la prendre tôt ou s'adapter sans qu'on dise quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé aussi un impact, ça c'était avec Jean-Luc Cottard quand on l'avait fait la première fois à Toulon là-bas. Au niveau de la concentration, ça permet de focaliser son attention sur un rythme à respecter au lieu de se centrer, se focaliser sur sa gestuelle ou sa technique. Et je trouvais que c'était un bon outil pour aider ce que j'appelle moi laisser faire, dire laisser faire les choses. Tu penses pas technique, mais tu penses qu'à être dans le bon timing tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu quand les enfants l'avaient fait 2 matinées, ça à Toulon. Mais il y a le premier jour, c'était vraiment pas terrible ou pas. Voilà, pour des joueurs de niveau national, c'est quand même pas terrible. Et après, le deuxième jour, mais ça devenait vraiment intéressant. Il y avait de la qualité de balle, du rythme de jambes. C'était vraiment très bien. Ça permet aussi de renforcer son endurance mentale en jouant sur le facteur temporel, nombre de frappes à réussir, réaliser une séquence sur un temps donné. C'est-à-dire que le métronome, bah voilà, on le laisse sur 10, 15, 20, 30 frappes et essayer de les tenir le plus longtemps possible. Donc ça contribue pour moi à tout ce qui est fiabilité aussi. Après, on s'est dit quelle pourrait être l'extension de l'utilisation du métronome et on s'est dit, mais on n'y a pas du tout réfléchi après, passer du tic-tac, bon petit jeu de mots, hein, du tic-tac à la tactique. Et avec Nico, on s'est dit que le rythme en jouant des points, le rythme du point pourrait être imposé par le métronome. Donc une série de points, par exemple, on part à 40-30. On part à 40-30, le dernier point, on le joue sur un certain rythme. Donc à nous de définir le rythme ou un rythme d'échange ou un rythme en 3 coups selon ce qu'on veut mettre au niveau du métronome. On peut découvrir les différents rythmes de jeu par les BPM. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'on peut très bien faire un jeu entier où on joue à 30 et puis un jeu entier où on se rapproche de 45-50. Donc jouer en 3-4 frappes ou jouer en 7, 8, 9, 10, 11 frappes pour découvrir ces rythmes-là chez les petits, chez peut-être les 7 ans, 8 ans, dans les matchs points ou 9 ans aussi. On pourrait démarrer sur un jeu sur un score donné, à savoir on part à 40-15 pour le serveur et imposer au serveur un rythme pour chercher à gagner le jeu. Alors là, le petit bémol, c'est effectivement le service et le retour. Parce que quand on démarre au service, c'est lui qui lance le tic, on va dire. Et il faut que le retour soit dans le moment du tac de l'autre. Donc, il faut qu'il serve à une certaine intensité. Et après, le point se joue dans l'intensité du métronome. Voilà un petit peu avant de terminer par une dernière vidéo. Mais là, je suis obligé de repartir en arrière. Je suis désolé pour la dernière, comme d'hab. Et puis voilà, là ce que je me suis dit, le plus grand métronome, c'est
vidéo. Pour les anciens, ça vous donnera des souvenirs. Pour les jeunes, vous ne les connaissez peut-être pas. Voilà, c'est un Borg Vilas à Roland-Garros. Ayez un peu de patience, ne partez pas sur ce point. Vous avez le temps de prendre le café. Vous avez le temps. Vilas che deve fare miracoli per aggiudicarsi un piccolo 15. Vous voyez un peu, Vincent, ou pas? Ouais. Là, voilà, on est revenu dans le tennis des années 80. Cette habilité au jeu qui, remis dans cette période-là, était quand même un peu usante pour nous, téléspectateurs, mais È ricominciata la maratona. cette intensité mentale, surtout physique, je ne sais pas, mais surtout mentale, dans ce point-là. Una palla un po' più corta potrebbe servire. Voilà, des zones de jeu, Vilas. très loin des lignes. Si vous avez des souvenirs là-dessus. Ce la fa più Vilas, vuole uscire dallo scambio secondo me adesso. Et la curiosité de ce point, c'est de voir comment il finit après Borg impassibile. autant de temps passé Non à viene remettre la balle et à forse adesso. No, neanche. c'est de voir comment finit ce point-là. C'est assez étonnant. È veramente impressionante. Patience, ça Non vient, sai ça vient. quanto alto rimbalzi la palla di Borg. Sì, era quasi scivolato Borg, eppure è riuscito a ritornare sulla palla. Come fanno? Come fanno? Nessuno che fiata. No, ragazzi, una cosa che non si era mai vista su un campo da tennis, onestamente, perché non è che si sono messi d'accordo. Borg rompe gli indugi. Poi si ricomincia. C'est quand même incroyable cette capacité Passa questo à la tenir comme ça. diritto di Vilas. Sì, ma sono colpi sempre più corti quelli dell'argentino. Ma è da 5 minuti che palleggiano, ragazzi. Pour tout le monde, c'est toujours le même point. Eccolo qui a rete Borg. Credo sia uscita, ma non di tantissimo. Ce que je trouve fou, c'est la fin du point. C'est qu'on joue 2 minutes, peut-être bien. Après, je vous donnerai le nombre de frappes. Il y en a qui ont compté ou pas? On est à 84 frappes. 84 frappes. Et ça se termine par une montée de Borg qui ne monte jamais, qui ne montait jamais. Et Vilas arrive à quand même mettre le passing au milieu, enfin j'exagère, mais au milieu de la bâche, après tout ce qui s'est passé. C'est quand même assez curieux. Voilà un petit peu pour moi, Vincent, et pour tout le monde. S'il y a des questions, des échanges, une nouvelle fois, ça n'a aucune prétention. Voilà, bah nous c'était un petit peu ça, hein, c'était de partager un petit peu, c'est vrai, l'outil du métronome là qu'on a pu utiliser et par rapport, on va dire, à la conclusion que tu faisais un petit peu sur l'intérêt d'utiliser cet outil-là, sincèrement, pour l'avoir testé là, moi, avec mon groupe sur plusieurs semaines, il y a eu de gros progrès, en tout cas chez les joueurs et en termes notamment de connaissance des différents rythmes. Donc c'est vrai que moi j'ai été plutôt satisfait de cet outil, on va dire. Si certains veulent poser des questions, allez-y, hein, que ce soit sur l'outil du métronome ou sur d'autres choses comme la fiabilité, tout ça, c'est le moment. On est avec vous encore un petit quart d'heure. Alors pour ceux qui auraient nécessité à partir, tout ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez dès à présent quitter ce webinaire. Mais pour ceux qui veulent poser quelques questions ou partager leur point de vue, n'hésitez pas, soit par le chat ou en prenant la parole dès maintenant. Voilà. Alors, qui se lance? Pas de questions? Ouais, c'est Grégory. Ouais, vas-y. Est-ce que vous avez une idée de la fréquence de jeu à haut niveau? Oh, non, honnêtement, pour répondre à ta question, non, j'ai pas du tout fait. En moyenne? Non, j'ai pas du tout regardé à la moyenne. D'accord. Ça serait intéressant, d'ailleurs, de regarder d'essayer de caler ça sur un échange. Tiens, il faudrait que j'essaye ça sur le Djokovic, l'image, il faudrait que j'essaye. Non, c'est une bonne question. Non, je m'en suis pas du tout. On s'en est pas du tout. On n'est pas allé jusque-là, je dirais.
Ok. Après, avec l'exemple là de Léo qui était à 15,3, Clément là qui est à 15,1, je crois qu'on est monté à 45. 45, on voit que ça commence déjà à être un petit peu compliqué. On est monté jusqu'à 50, 55. On n'a pas mis les images, mais à 55, là, ça devenait un peu du n'importe quoi. On dépassait les limites, quoi. Voilà. Mais après, avec un peu de travail, je pense qu'ils peuvent y arriver aux alentours de 50, 55. Ça doit être capable, ça doit être faisable. Ok. C'est intéressant, je ne sais pas qui c'est. C'est Marie. Marie, Elle, ouais. elle a fait une formation sur le métronome, formation sur la prépa mentale avec le métronome. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, Je sais Marie, pas si qui tu c'est. veux peut-être expliquer de vive voix. Alors, si tu veux prendre la parole, il faut juste mettre ton micro. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, j'avais suivi une formation effectivement sur le mental. C'était avec Jean-Philippe Florian et avec un Italien dont j'ai oublié le nom. Ouais, Formation d'accord, ouais. en Pays de Loire. D'accord. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. Alors par contre, c'était en visio, donc c'est un peu moins parlant. Mais effectivement, il nous avait pas mal parlé du métronome, qu'il utilisait pas mal. Et donc, D'accord. il avait parlé de 48 frappes minutes. Donc c'est moins que ce que vous avez l'air de considérer. C'est moins que 48 frappes minutes. C'est un rythme qui est. Tu vois, les petits, on est à 30. On doit être à 30, c'est ça? On est Et monté, donc, je crois, 40. mais j'avoue, j'ai pas de. T'as peut-être même plus d'infos que moi là-dessus. Et je vois bien que c'est l'entraîneur italien. Tu sais, Vincent, c'est celui qui était venu avec Jean-Philippe en Pays de Loire, Ouais, dans la en formation du Orléans. Centre Val-de-Loire, ouais. Alors après, on n'a pas Très pu tester intéressant. malheureusement, donc Mais on va le tester là sur le groupe. Là, je testerai pour voir jusqu'à combien on peut avoir une fiabilité satisfaisante. Et puis Franck, on essaiera de le faire avec des joueurs de haut niveau. Pourquoi pas? On pourra essayer. Non, bien, mais ça, à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, hein, peut-être, hein, peut-être que certains aussi, pour travailler la fiabilité, utilisent peut-être d'autres outils que le mur, le métronome ou autre chose. N'hésitez pas à nous faire partager vos idées. Vas-y Arnaud. Ouais, ben moi je connaissais pas le métronome, mais ça me paraît hyper intéressant. Moi, pour travailler pareil, sur un peu la concentration puis le rythme de frappe, j'avais tendance à leur demander d'émettre un son, alors compter ou un paf à chaque frappe. Et donc le son est produit par les joueurs eux-mêmes et ça permettait aussi d'entendre le rythme de l'échange et de savoir si on était capable d'augmenter ce rythme-là sans pour autant qu'il soit imposé. Mais on retrouvait la même idée, je trouvais ça intéressant aussi. Ouais. Tout à fait. C'est un autre moyen possible pour qu'eux s'y retrouvent. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment l'objet du mur du métronome. C'était vraiment ça. C'est voilà comment on peut essayer de voilà que les petits de 6-7 ans, on leur trouve des solutions, que les 8-9 ans, on fasse peut-être des solutions un peu améliorées, et puis ainsi de suite, pour arriver jusqu'à l'échange et l'entraînement. C'était ça Et, l'idée. et sur certains compétiteurs, j'essayais de leur demander de faire deux sons différents, un son rebond et un son à leur frappe, aussi pour qu'ils se rendent compte du temps qu'il y avait entre le rebond au sol et le moment où ils frappent la balle. Et sur des séquences, sur des prises de balles plus tôt, ou même parfois sur des séquences où on doit accepter de la prendre un peu plus tard, quand de voir qu'on est capable, selon notre placement, de varier un peu ce rythme de prise de balle. Mais on aura pareil, c'est toujours des méthodes voilà, qui sont. Parce que l'objet de tout ça, c'est de leur faire prendre chez les petits les consciences pour moi, des différents moments et des différentes notions. Je joue lent, je joue moyennement rapide, je joue très rapide. Moi, je trouve que tout ça sont des bons outils pour leur faire comprendre différents rythmes, tu vois, leur amener à réfléchir, à s'adapter, à s'organiser.
Peut-être une ou dernière question, sinon après, avec Franck, on clôturera ce webinaire sur le tic-tac. Donc je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui veulent poser une question ou pas, c'est le moment. Pas de questions. Bon. En tout cas, avec Franck, ça a été un plaisir là, d'animer ce webinaire avec vous. Merci à Franck, en tout cas, aussi. Il y a d'autres webinaires là il y a d'autres webinaires qui vont arriver, notamment sur les jeux, les points, et puis il y a une deuxième partie aussi sur tout ce qui est Top Chef, les ingrédients pour un bon début de séance. Il y a aussi un webinaire sur le tennis de la cour au cours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il y a toujours moyen de s'inscrire, hein. N'hésitez pas, les liens avaient été envoyés directement sur le mail précédent. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On vous remercie à tous. On vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, si vous avez des questions un petit peu plus tard, ou si vous testez le métronome et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. On vous souhaite une bonne après-midi à tous et à bientôt. Merci bien. Bonne soirée, bon week-end à tous. Au revoir.